il y a eu deux, trois questions là, j'ai vu, et notamment sur les jeunes. Et effectivement, les patchs peuvent être prescrits à partir de l'âge de 15 ans. Donc, c'est possible chez certains lycéens, hein. Voilà. Ensuite, les jeunes ne seront pas forcément d'emblée, enfin, ça demeure assez marginal, l'arrêt du tabac sur les jeunes. On est plutôt sur, voilà, sur des échanges autour du tabac, mais ça peut arriver. Notamment, moi, autrefois, on n'en voyait pas du tout. Et ça m'est arrivé d'avoir des jeunes à 18, 19, 20 ans qui étaient dans une démarche d'arrêt du tabac, notamment liée au fait que ça leur coûtait cher, voilà, essentiellement, ou bien que leurs copines trouvaient que leur haleine n'était pas satisfaisante, ou qu'ils sentaient mauvais de manière générale, enfin, etc. J'ai vu un petit peu tout ça, ou l'acné, par exemple, qui est une motivation. Ensuite, je vois qu'il y a des collègues qui sont là de l'éducation nationale qui n'ont pas été… Voilà. Alors, il faut peut-être leur dire qu'on est en train de démarrer sur le 64. Nous, on a deux territoires, Mauléon et Hendaye, ciblés sur le 64. Donc, forcément, vous allez être contacté là, c'est obligatoire. Oui, et pour nous, c'est d'autant plus intéressant que, voilà, sur le territoire d'Andaï, donc il y a non seulement des enfants qui commencent à fumer tôt, mais pas que du tabac. Donc, du Mhm, coup, nous, on a aussi quand même cette problématique-là. Et mhm, moi, par exemple, au collège, ben, j'ai déjà des jeunes qui… voilà, bah, après, moi, je fais beaucoup de prévention et j'ai mhm. créé aussi des documents pédagogiques en ce sens, c'est pour pas prendre la première cigarette, etc. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai déjà des élèves, des fois, qui viennent me voir, ils me connaissent depuis que… Voilà, qui sont petits dans les écoles, puisque je fais et les écoles et le collège. Et du coup, moi, j'ai des enfants voilà, que j'aurais vraiment besoin de pouvoir suivre. C'est pour ça, d'ailleurs, que je viens là aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que j'ai posé la question de, voilà, de l'aide nicotinique pour ces enfants-là. Oui, Parce que oui, tout moi, à les fait. enfants, j'ai des enfants qui commencent déjà à fumer en cinquième. Oui, 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 mais bien sûr, bien sûr. C'est une difficulté. Alors, ensuite, bien sûr, ça serait bien de pouvoir leur proposer des patchs à certains, mais on est hors AMM, et c'est vrai que du coup, enfin, voilà, un médecin addictologue, il ne va pas s'en priver. Mais quand le pharmacien va voir arriver une ordonnance d'une infirmière, de n'importe qui en dehors d'un médecin addictologue, dès qu'on est hors AMM, ça va le mettre. Il se dit, je ne vais pas être payé par l'assurance maladie, déjà, mais pas seulement. C'est normal qu'il ait un devoir de vigilance, alors qu'il n'y a pas de danger, en fait. Mais bon, c'est comme ça, donc il faut faire avec. Ensuite, euh, je pourrais vous envoyer d'ailleurs, il y a un article d'une sociologue suisse très intéressant sur la prévention des addictions chez les jeunes, qui montre que c'est particulièrement complexe. Alors, il est un peu, enfin, elle parle comme une sociologue. Alors, parfois, il faut s'accrocher un peu, moi, je trouve. Mais sinon, c'est très intéressant. Elle a un regard qui est très intéressant dans le sens où nous, on est sur des postures assez sanitaires, bien sûr. Et que donc le discours à tenir vis-à-vis des jeunes, c'est plutôt un échange autour du sens du, comment ils consomment, en fait. Et donc, on va être plutôt chez les jeunes dans de la réduction du risque plutôt que dans de l'arrêt pour des raisons de santé, quoi. Et du coup, je trouve que cet article est très bien fait. Euh, et du coup, je pense que là, il y a une place très, très importante pour semer la graine, quoi. C'est-à-dire qui se pose des questions. Et comment réduire le risque et peut-être un jour arrêter, mais là, ils ne sont pas encore dans une démarche, la plupart d'arrêt. Surtout ces jeunes-là qui commencent très tôt, ils sont dans une… ils ont des raisons de fumer, des raisons qui ne sont pas que autothérapeutiques, ils trouvent du plaisir et ils considèrent que c'est bon pour leur santé. C'est assez curieux de voir les discours qui tiennent. Et du coup, parler avec eux sur comment ils consomment, c'est très intéressant. Mais du coup, c'est vrai que ça déborde largement l'histoire du tabac, hein, parce que le tabac, voilà, c'est la partie émergée de l'iceberg, quoi. Mais c'est très intéressant. Ensuite, en milieu scolaire, il y a quand même des jeunes, et il y en aura de plus en plus, qui seront dans une démarche d'arrêt parce que la nicotine accroche très très vite, hein, donc, et qui ne sont pas forcément des gens en perdition, hein, qui sont des gamins qui ont vraiment une intention d'arrêter. Et donc là, c'est dommage et effectivement de ne pas s'en occuper. Ça, c'est clair, hein. Donc,
Donc, il y a des choses à faire très intéressantes. Euh, D'autant plus que dans cette consommation pour les jeunes, en tout cas, moi, de ce que je vois, bon, il y a la consommation de tabac, comme vous dites, l'effet de groupe qui fait que voilà, on appartient au groupe, etc. Mais souvent aussi, j'ai quand même des élèves qui m'expliquent que finalement, leur consommation de tabac a commencé par du cannabis. Et c'est ce qui, après, a fait la consommation de tabac. On est dans un truc assez particulier, quoi. et oui, ça, c'est Oui, souvent, excusez. hein. Oui, vas-y, Nathalie. Oui, ouais, je suis désolée, ça fait 10 minutes que j'entends par mon téléphone et que je n'arrive pas à intervenir. Voilà. Ah oui, Donc, je d'accord. voulais juste. Alors, je suis là, je m'évertue. En plus, c'est la thématique des jeunes. Enfin, moi, je travaille dessus au sous 64. C'était juste pour dire qu'on a quand même. Moi, j'ai rencontré les infirmières de l'éducation nationale. Je suis venue à la ZAP. Ça s'appelle la ZAP. Alors, peut-être qu'il n'y avait pas tout le monde. Mais j'ai présenté le projet LAST à toute la ZAP des Pyrénées-Atlantiques. Oui, Donc, il y en avait fait. normalement toutes les infirmières de l'éducation nationale des Pyrénées, voilà, qui étaient. En tout cas, vous avez eu le lien pour la visio ce soir. C'est peut-être comme ça que vous l'avez eu d'ailleurs. Complètement. Voilà. Et c'était pour dire qu'on avait fait quand même la démarche auprès de l'éducation nationale, enfin de l'inspection académique plus spécifiquement, et qu'on est en partenariat avec eux pour déployer le projet sur le 64. Voilà, donc c'est ce que j'entendais. Et après, nous, on travaille beaucoup auprès des jeunes. Et c'est vrai que d'un côté, il y en a qui sont peu motivés, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont aux prises avec une addiction, qui ont depuis longtemps, avec des problématiques qui sont proches, genre, des fois 12 ans, ils ont 16 ans, et souvent, donc, ils peuvent 16 ans, 18 ans, et donc, je pense qu'ils peuvent, certains, être traités de la même manière qu'un adulte, c'est-à-dire avec des patchs pour certains. Alors évidemment, c'est pas que ça, je suis d'accord, et il y a aussi tout un aspect environnemental, parce qu'il y en a, ils disent qu'ils fument beaucoup à l'école, et après, chez eux, ils fument plus. Donc, on n'est plus dans la même problématique. En tout cas, le craving est très fonction de l'environnement. Et ensuite, c'est vrai que des fois, il y a un lien très fort avec le cannabis, pour répondre à la question du cannabis, c'est-à-dire que des fois, ils ne se rendent pas aussi compte que l'addiction, elle est aussi au tabac, parce qu'ils mélangent tabac et cannabis. Voilà. Donc, voilà. Après, les principes sont aussi sur l'écoute. L'entretien motivationnel, il est encore plus important pour les jeunes que pour les adultes quand ils sont aux prises avec l'addiction. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui est mécanisme et entretien motivationnel, ça va être d'autant plus important pour le public jeune, qui sont très ambivalents sur leur consommation. Voilà. Tout à fait. Merci Nathalie, je vois qu'il y a Eliane qui veut dire quelque chose. Ouais. Je vois se lever son doigt depuis tout à l'heure. On s'écrit Isabelle Becker, mais c'est parce que je suis sur l'ordinateur d'Isabelle Becker. Je suis Eliane, parce que mon micro ne fonctionne toujours pas à la maison. Du coup, oui, je voulais en profiter, puisqu'on est sur la thématique des jeunes. Moi, j'ai un programme qui est assez modeste dans 3 établissements. Donc, vous ne connaissez pas, je ne me suis pas déplacée sur Hendaye. Mais on va organiser pour la 2e fois, donc en 2022, on l'a déjà fait en 2020, un programme via l'éducation nationale de toute une journée de formation pour les personnels d'encadrement de l'éducation nationale sur le repérage et la prise en charge des addictions. Donc en général, c'est inscrit dans le programme des enseignants. C'est via l'éducation nationale de Nouvelle-Aquitaine. Hein. Et donc, ils peuvent s'inscrire sur toute une journée de formation. Voilà. Donc, ça va être proposé. Moi, j'ai reproposé le programme cette année. Donc, il y a en général un premier programme qui est proposé en septembre et il y a un deuxième programme de formation sur le second semestre, donc 2022. C'est ouvert à tous les professionnels, hein, personnel enseignant, infirmières scolaires ou personnel d'encadrement. Donc, on avait eu pas mal de gens il y a 2 ans, mais en 2021, janvier 2021, on ne l'a pas fait à cause du Covid. Et juste dire, pour rejoindre ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, les jeunes maintenant démarrent par le cannabis, puisqu'ils ont une vision assez négative du tabac, notamment les garçons par rapport aux filles.
Et effectivement, on a du mal à leur faire prendre conscience qu'ils sont devenus plus rapidement addicts au tabac qu'au cannabis et qu'il faut absolument qu'ils prennent en charge l'addiction au cannabis pour pouvoir, au tabac, pour pouvoir arrêter leur cannabis. Ils sont mis en difficulté pour arrêter le cannabis parce qu'ils sont addicts au tabac. Mais comme ils ont une vision négative du tabac, ils disent le tabac, je m'en fous. C'est pas important pour moi le tabac. Je dis oui, mais tu t'es pas rendu compte qu'en fumant 5 joints par jour, donc 5 cigarettes par jour, tu es devenu addict au tabac. Et ça, ils le minimisent. Il y a aussi un autre levier qui est important pour des jeunes qui ne sont pas encore des fumeurs réguliers. Ça, j'ai pu me rendre compte sur les statistiques à Cassin, au lycée Cassin. Je voyais les secondes et après les premières. Et parfois les mêmes classes entre la seconde et la première. Et en seconde, ils sont 10%, c'est un lycée général, hein, donc ils fument peu, ils ont de la chance. Ils sont 10% à fumer de manière irrégulière, les week-ends, les occasionnels. Et en première, les mêmes sont devenus des fumeurs réguliers. Et ça, le fait d'avoir des statistiques internes et de leur montrer comment pendant l'été, en sortant tous les soirs, en ayant plus d'argent, et parce qu'ils ont une méconnaissance de la puissance addictive de la nicotine, ils se font piéger. Et ça leur plaisait beaucoup. Et donc, moi, je leur disais pas d'interdit. Vous allez essayer, vous allez découvrir, comme pour toutes les substances peut-être, mais tombez pas dans un usage quotidien. Pour le tabac, c'est vraiment un piège qui s'installe en 6 mois. Et vous avez une maladie pour toute la vie. Et ça, si on développe cet esprit critique-là, ce que disait Philippe tout à l'heure, ben on a gagné, quoi. Voilà. Et ça peut percuter les esprits. Merci, Eliane. Je vois qu'il y a une autre question qui a été posée sur comment adapter notre prescription de patch en fonction du résultat de testeur CO. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Alors, ça dépend si on utilise le testeur CO, bien sûr. Donc, le testeur CO, en fait, je vais laisser Eliane répondre parce que moi, je n'utilise pas le testeur CO, je l'ai abandonné. Donc, j'aurai une vision négative. Donc, peut-être Eliane qui l'utilise. Et ouais, alors moi, je l'utilise effectivement au quotidien. C'est pas facile d'avoir un testeur CO, ça coûte au moins 300 €. Donc, effectivement, tout le monde n'a pas un testeur de CO en consultation. C'est vrai qu'un médecin généraliste ne va pas forcément l'avoir, un kiné. Bon, nous, on l'a dans les consultations spécialisées. Donc, effectivement, ça nous aide à corréler le dosage de patch entre le nombre de cigarettes fumées et la façon dont le patient tire sur cette cigarette. Est-ce qu'il inhale profondément ou pas? Est-ce qu'il crapote ou est-ce qu'il est très addict et du coup, il inhale très profondément? On mesure à peu près le testeur de CO 1 point par cigarette. Le CO, le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui se crée avec la combustion du tabac. Hein. C'est le fait de brûler le tabac, comme si on brûlait aussi le cannabis, hein, pareil. On va mesurer le taux de monoxyde de carbone et ça nous donne une idée aussi de l'absorption du monoxyde de carbone, mais aussi des goudrons, des substances cancérigènes. Et donc une idée de la puissance de l'addiction, de la sévérité de l'addiction. Donc on peut avoir un patient, alors 1 ppm, 1 particule par minute par cigarette. Donc si je fume en moyenne 20 cigarettes, je simplifie, hein, mais je vais avoir un monoxyde de carbone à 20 ppm. Si j'étais un fumeur de 40 cigarettes, mais j'ai fait l'effort de ne plus fumer que 20 cigarettes. Donc vous, il va vous dire, je fume 20 cigarettes. Spontanément, vous allez mettre un patch de 21 mg. Et moi, je lui fais le testeur de CO. Il souffle et il a 38 de monoxyde de carbone. Ça veut dire qu'en ayant réduit sa consommation de tabac, il inhale beaucoup plus profondément qu'avant. Et donc, il est toujours, en fait, à la recherche de cette nicotine et il va inhaler plus profondément. Donc, moi, tout de suite, je vais me dire, il va lui falloir 2 patchs de 21. D'accord? Et donc, le testeur de CO, ça vient nous aider hein, dans au départ, la décision de substitution. Mais vous qui démarrez, qui allez au départ, vous devez vous fier au nombre de cigarettes fumées. Et puis, ce n'est pas grave. Vous allez voir, en fait, vous vous fixez sur le craving, vous vous fixez sur le confort du patient. Est-ce qu'avec mon patch, un patch de 21 est confortable? Oui, non, ben, vous adaptez le dosage de patch par rapport à ça.
Par contre, moi, quand il revient à la consultation, comme j'avais un taux de monoxyde de carbone de départ, quand il va revenir me voir, je vais lui faire ressouffler. Et s'il a fait baisser son niveau de monoxyde de carbone, c'est très motivationnel en fait. Hein. Et donc, il va voir que la stratégie fonctionne, que c'est efficace et qu'il se fait du bien pour la santé. Et moi, je vais l'utiliser en systématique, en fait, le testeur de CO. Et faut-il en avoir un? Donc, il va me donner une indication de la sévérité de l'addiction, du dosage de patch, bien sûr, et surtout, ça va m'aider comme outil motivationnel. Mais ce n'est pas une obligation. On peut faire de la tabacologie sans avoir cet appareillage, mais c'est un plus. Et puis, on a été en difficulté avec la période Covid. Eh bien, oui. Voilà, puisqu'on pouvait les faire souffler. Voilà, pour les faire souffler, c'était un problème. Oui. Alors moi, je voulais juste, excusez-moi, c'est vrai que sur les 1 ppm, 1 particule par million, c'est vrai que ça équivaut, on peut imaginer par rapport à ce que tu disais, Philippe, quand on fait le parallèle avec quelqu'un qui fumerait sans se restreindre, on arriverait un petit peu à un taux de CO, voilà, sachant que par exemple, on fait un CO pour un test de monoxyde de carbone pour ceux qui fument des cigarettes roulées, ça peut donner des taux plus élevés. Par exemple, des joints de cannabis, ça donne des taux très élevés. Et si on fait par exemple une chicha, on est facilement à 80 ppm. Moi, j'ai eu des personnes qui avaient des 80 ppm, particules par million, sachant qu'à 90, on perd connaissance. Donc, c'est vraiment… Et là, ce n'est pas pareil pour les patchs, mais c'est pour dire que c'est très spécifique à ce qu'on fume aussi. Sur des joints, on va avoir des particules plus importantes. On va avoir une évaluation qui est différente parce qu'il y a aussi le cannabis. Voilà. Oui. Voilà. C'est surtout intéressant, à mon avis, quand, en effet, on a une patientèle de patients gros consommateurs, avec souvent plusieurs consommations, etc. Parce que je vois pour les consommateurs moyens que l'on a en médecine générale, en ville, du coup, moi, j'avais cette expérience que souvent les gens, ils arrêtaient de fumer 2-3 heures avant la consultation, puis une autre fois, ils fumaient juste avant la consulte. Il y a de grosses variations qui étaient inexplicables, si tu veux, si on considérait. Et après, avec l'habitude, on demandait tout ça. Et du coup, il y a des éléments de complexité qui font que quand on n'en fait pas, et en plus, si ça va en addicto, parce qu'on le fait chez tout le monde. Donc, moi, je l'utilisais essentiellement en centre addicto. Et au cabinet, quand tu en faisais 1 fois, 2 fois par jour, outre qu'il faut recalibrer l'appareil assez régulièrement, qu'il faut les équipements. Plus maintenant. Ouais, franchement, ils ont fait beaucoup de progrès. Oui. Il y a des appareils on n'a plus besoin de les étalonner. Enfin, c'est devenu beaucoup plus simple à utiliser. Ouais. Oui. Mais bon, ce n'est pas une obligation, je suis d'accord. Hein. Voilà. Oui. C'est compliqué. Voilà. Et du coup, il y a des éléments de variation qui sont autant chez les gros fumeurs, ça va peu jouer, autant chez les petits fumeurs, les éléments de variation sont majeurs, quoi. Et donc, il y a des gens qui fument peu et qui vont avoir beaucoup fumé avant de venir parce que c'est leur dernière cigarette et qui vont… Donc, du coup, moi, pour les patients lambda, je pense que les 2 questions sont aussi contributives. Le seul élément qui me manquait, c'était en effet le suivi pour avoir un élément motivationnel. Quand en effet les gens diminuent leur taux de CO, c'était très intéressant. Ou pour les gens qui étaient dans des réductions contrôlées, pour surveiller qu'effectivement ils sont… Voilà. Mais honnêtement, c'est le must, quoi, mais ce n'est pas nécessaire en soins primaires. Voilà. C'est pas, voilà, en addicto, pour les tabacos, ça c'est incontournable, oui. Mais dans la plupart des situations, c'est pas nécessaire. Donc, je pense que c'est peut-être une question posée par une infirmière azalée ou par… Alors, c'est Émilie qui a posé cette question. Je ne sais pas le nom, je vais essayer de voir si je retrouve. Non, mais elle est peut-être présente, Émilie. Oui, mais je crois qu'elle est sur son téléphone. Je ne sais pas si elle peut nous dire. Voilà, azalée. Exactement, par azalée, voilà. Parce que les infirmières azalées, elles ont souvent les testeurs de CO. Alors, bien sûr, vous l'avez, profitez-en, hein, ça c'est clair.
Mais du coup, voilà, actuellement, c'est un petit peu, compliqué quand même avec la période Covid parce que changer d'embout, c'est pas forcément suffisant. Donc, il faut aussi changer Oui. le Il faut filtre. des Voilà, embouts avec des petites ailettes voilà, et ça coûte le double du prix des embouts voilà. classiques. Donc à l'hôpital, ça va, mais Oui, oui, voilà. Après, ça peut être un peu compliqué. ouais. Bon, ensuite, normalement, si les gens sont vaccinés, Oui, oui, oui. Non, on mais on peut peut faire de pas. la tabacologie standard Ouais, ouais. sans testeur vacciné. Mais c'est sûr que voilà, c'est un plus, mais qui n'est pas forcément. Voilà. Ensuite, c'est vrai que l'infirmière Azalee étant habituée à faire de l'éducation thérapeutique, et donc c'est bien manier les outils motivationnels, normalement, ça fait partie des outils qu'elles ont en magasin. C'est vrai que je pense que ça peut être un atout. Donc, si elles l'ont, tant mieux. Oui, et puis si on l'a, je trouve que c'est toujours une manière aussi de se former parce que Oui, c'est là qu'on visualise la manière dont on tire différemment sur une cigarette. oui, Et c'est vrai que de le voir, même en tant que professionnel de santé, on se dit, ah ben tiens, lui, il me dit qu'il fume, je sais oui, pas moi, 15 cigarettes et il a 40 ppm. oui, On se dit, on visualise aussi que c'est très différent d'une personne à l'autre et je pense que ça aide aussi à la prise en charge quand on a la chance de la voir. Après, on peut faire sans, je suis absolument d'accord aussi. Ouais. Mais c'est éducatif autant pour la personne qui Ouais, fume que pour le professionnel de santé qui voit ouais, en fait les effets d'une ouais. ouais, d'une inhalation différente d'une personne à l'autre ou d'une manière de consommer différente. D'ailleurs, sur ces éléments motivationnels, par exemple, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu pour motiver les professionnels, la présence de l'affiche. On dit souvent l'affiche, ça ne sert à rien, etc. La présence d'une affiche en salle d'attente, on a fait des études hein, qui montrent que, par exemple, bon, il y a un élément qui fait que l'affiche est plus efficace, c'est quand il y a la photo du professionnel de santé dessus. Et ça, on n'a pas eu les moyens encore de le faire. Mais indépendamment de ça, quand on appose en tant que professionnel une affiche dans sa salle d'attente en disant je peux vous aider, non seulement c'est vu par les patients, mais c'est surtout vu par le professionnel. Et il a fait la démarche d'accrocher son affiche, c'est-à-dire qu'après, tous les jours, ça peut le motiver à dire voilà, j'ai mis cette affiche, c'est un engagement quelque part. Et du coup, on sait que les professionnels qui ont mis l'affiche ou les autocollants dans les salles d'attente, eh ben, ils font plus de sevrage tabac que les autres. Donc, c'est d'une part parce qu'ils sont motivés qu'ils ont mis l'affiche, mais aussi s'ils laissent l'affiche ou s'ils changent l'affiche quand elle change, ça les motive à faire de la prise en charge du tabac. Donc, c'est un élément motivationnel aussi pour les professionnels. Donc, quand on travaille dans une maison de santé, je pense aux infirmières Azalee, le fait de mettre l'affiche dans la salle d'attente, ça peut engager l'ensemble des professionnels de santé de la maison de santé à s'impliquer. Et du coup, ils vont saturer l'infirmière Azalee en patients fumeurs. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi voilà, l'affiche, ça a l'air d'être un outil comme ça, un peu qui ne sert pas à grand-chose. En fait, elle sert. Elle sert. Euh, je dirais que former les professionnels de premier recours aussi, ça permet de relayer nos infos et de donner l'importance aux traitements, notamment les traitements par patch, parce que bien souvent, les patients ne sont pas très observants du traitement et pourtant, dans une stratégie d'arrêt ou de réduction, la bonne observance du traitement est quand même déterminante. S'ils le mettent un jour et pas le lendemain, on court au fiasco. Et si tous les professionnels qui sont autour du patient, que ce soit le généraliste, l'infirmière, le kiné, vont dans le même sens et insistent et expliquent, c'est-à-dire qu'on a développé une culture commune et qu'on dise tous la même chose, ça va multiplier les chances de réussite du patient. Parce que je vois souvent, quand je fais les ordonnances, je précise pour le patch, alors j'ai toute une liste de médicaments, par exemple, il y a le patch en plus, parce que j'ai beaucoup de patients qui sont polyaddicts, et j'écris aussi pour le patch qu'il faut que ce soit suivi par l'infirmière, parce que souvent, l'infirmière, elle délivre tous les médicaments, mais le patch, il se le met tout seul. Et du coup, il y a un défaut d'observance thérapeutique. Donc souvent, j'appelle même l'infirmière à domicile en lui disant le patch est aussi important que les autres médicaments.
Bien sûr, il a des problèmes cardio, il a des problèmes de diabète, mais la cause initiale, c'est quand même le tabagisme. Donc, surtout, donner de l'importance à ce traitement. Et souvent, sur les premières formations qu'on a fait, on n'appelait pas ça l'AST, mais il y a 2 ou 3 ans, les kinés me disaient, mais on ne va pas se transformer en addictologue. Je dis non, mais vous voyez les patients en kiné respiratoire, et c'est surtout, vous leur dites, mais comment ça se fait que vous n'avez pas le patch aujourd'hui? Il faut le mettre tout le temps, il ne faut pas fumer sans le patch quand on est dans une stratégie de réduction contrôlée. Au contraire, il faut fumer avec le patch pour aller contre les idées reçues, elles ont encore la vie dure. Et ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup en relais. À la sortie de l'hôpital, les patients ont les patchs à l'hôpital. Ils vous disent, ça m'a hyper aidé à l'hôpital. Et pourquoi vous les avez arrêtés en rentrant? Ben oui, parce que plus personne n'y a donné de l'importance. Oui, il est sorti sans ordonnance, souvent. Et parfois, ils l'avaient dans l'ordonnance. Ouais. Et c'est négligé parce qu'en fait, il n'y a pas de relais de premier recours pour réexpliquer ces fondamentaux-là. Et parce que quand même en France, on valorise beaucoup la stratégie d'arrêt brutal. Et l'arrêt progressif, la consommation contrôlée, elle serait négligeable un peu cette stratégie, alors qu'en fait, elle est hyper efficace sur le long terme. Ça fonctionne très bien pour tous les gens qui ne sont pas en capacité d'arrêter du jour au lendemain. On est très content quand les gens veulent arrêter du jour au lendemain, mais c'est une minorité. La plupart, ils préfèrent passer par l'étape de transition de la réduction contrôlée. Ben pourquoi pas? C'est très bien. Et puis, ils vont apprendre aussi à gérer et à mettre en place plein de stratégies comportementales qui leur serviront quand ils seront abstinents. Mais par contre, il faut qu'ils soient très observants dans leur traitement. Et ça, du coup, ben, à tous les niveaux, on peut être efficace. Il y a une question de Gretel. Oui. La question que j'avais là par rapport aux prescriptions, quand on prescrit donc ce genre de patch, ça se prescrit, bon, nous avec les numéros ADELI, etc., mais de quelle façon? C'est-à-dire qu'on prescrit un patch quoi, pour 1 mois, 2 mois, 3 mois? Comment on le note en fait sur la prescription? Alors, mais peut-être que Eliane ou Nathalie, je vais laisser passer, puisqu'on est dans le 64. Moi, je pourrais répondre. Hein. Si vous voulez que je réponde, je réponds. Hein. Mais Eliane, tu as. Bon, mais je réponds alors. Non, Elle n'a pas activé le micro. Ouais. Nathalie, il y avait Nathalie, tu as dit. Oui, non, alors moi je prescris pas, donc autant que vous, moi je connais très bien le tabac et tout ça, mais bon, voilà, mais je vous laisse pour la prescription. Non, mais Eliane, faire. alors, vas-y, Eliane. Moi, je prescris l'Argamanu. Ils partent de chez moi avec, vous avez une prescription d'un patch à 21 mg. Si ce n'est pas suffisant, d'ici 15 jours, 3 semaines, vous fumez encore ou vous avez encore du craving, vous rajoutez un patch de 15. Et donc, je fais plusieurs ordonnances. Ils partent avec une ordonnance à 21, une autre ordonnance pendant 15 jours avec du 21 et du 15. Vous allez sortir le samedi soir et là, à partir de 21h, votre patch ne fonctionne plus, 21h, 22h. Et à minuit, c'est là que vous êtes le plus à risque. En plus, vous avez un peu picolé. Donc, avant de sortir, vous rajoutez un patch à 7. Et bon, voilà, je mets les ordonnances à renouveler 3 fois, parce que je fais rajouter un patch pour sortir le soir, pour couvrir encore plus la soirée. Donc, je n'ai aucune hésitation à marquer beaucoup de patchs et longtemps. Je mets des patchs à renouveler pour 3 mois, tout le temps. Toutes mes ordonnances sont renouvelées pour 3 mois. Parce que s'ils me loupent à la consultation, s'il y a un rendez-vous loupé, je ne veux pas qu'il leur en manque. Et en plus, s'ils en donnent au conjoint, ça me va très bien aussi. Oui. Finalement, qu'ils aient du stock, qu'ils en aient. D'accord. Donc, on peut aller sur 3 mois. Et alors, ma question, c'est, tout à l'heure, quand vous avez parlé des posologies, vous avez parlé des posologies sur 24 heures et des posologies sur 16 heures. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des patchs qui sont sur 24 heures, d'autres sur 16 heures. Et là, ce que vous me dites, c'est un patch, par exemple, je dis n'importe quoi, de 7 cigarettes, c'est-à-dire sur 7 mg sur 24 heures, et on rajoute le soir, quand on sort, un patch supplémentaire. Je m'explique. Donc, par exemple, une jeune femme, elle fume 15 cigarettes par jour et je lui ai mis un patch à 21 mg sur 24 heures pour toute la semaine.
Mais elle m'explique qu'elle est en difficulté le samedi soir parce qu'elle sort, qu'elle retrouve ses copines et que le soir, elle va boire 1 ou 2 verres à l'apéritif et qu'elle va fumer beaucoup plus le samedi soir. Donc, je vais lui dire, ce soir-là, quand vous allez sortir, vous allez rajouter une dose de patch supplémentaire pour couvrir la soirée. Parce que votre patch, celui que vous avez mis le matin, à 21 mg, à partir de 16-17 heures d'activité, il décline. Ce n'est pas linéaire l'activité du patch. Hein, il va monter, c'est comme une courbe de Gauss. Hein, il monte, il met 3/4 d'heure à être efficace. Il va fonctionner à plein pendant, j'en sais rien, hein, selon les gens, hein, 15-16 heures. Et puis après, l'efficacité redescend. Et pendant la nuit, il diffuse un petit peu, le patch de 24 heures, mais beaucoup moins que ce qu'il diffuse dans la journée. Donc, quand cette jeune femme, elle sort le samedi soir et qu'elle retrouve ses copines et qu'elle picole un peu, non seulement elle a un environnement qui pousse à fumer, elle a une levée d'inhibition parce qu'elle a un peu picolé, et là, elle a très, très envie de fumer parce que son patch fonctionne moins. Donc, pour sortir, je vais rajouter une petite dose supplémentaire, ce qui va lui permettre de mieux couvrir sa soirée, et elle peut, par contre, l'enlever en se couchant, pour pas que ça diffuse trop. Et pour revenir sur votre question 24 ou 16 heures, pourquoi on prescrit des patchs 16 heures? C'est une hérésie en fait, il ne faudrait pas, puisque on a tout de suite intérêt à utiliser le patch 24 heures, le laisser diffuser le plus possible la nuit pour calmer l'appétence du matin, hein, pour que les récepteurs à la nicotine soient un peu saturés et que le matin, le patient soit pas qu'il n'ait pas un craving énorme, d'autant plus que le nouveau patch qu'il va mettre le matin va mettre un peu de temps à agir. Donc, logiquement, il faudrait prescrire du 24 heures. Mais un certain nombre de patients ne dorment pas la nuit. C'est un psychostimulant, la nicotine. Donc, ils n'arrivent pas à dormir avec le résidu de nicotine la nuit. Et du coup, on met des patchs 16 heures dans cette indication-là. Alors après, pendant des années, on a dit que les femmes enceintes, on leur mettait plutôt des patchs 16 heures pour qu'elles n'aient pas de diffusion de nicotine la nuit pour préserver le bébé. C'est le meilleur moyen de les faire rechuter, puisque le matin, elles sont complètement accros du tabac. Et du coup, avec le risque qu'elles n'arrivent pas à arrêter cette cigarette du matin. Donc là, c'est le clinicien qui va décider, hein, en fonction de la sévérité de l'addiction. Voilà. La patiente qui fume beaucoup le matin, si on ne lui met pas un patch 24 heures, elle va être en difficulté. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, merci. Parce qu'en fait, nous, tout ça, c'est quand même assez nouveau, toutes ces Oui. choses-là. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des choses peut-être qui peuvent vous paraître évidentes, mais pour nous, du coup, c'est… Mais vous allez apprendre petit à petit. Oui. Mais en fait, vous, je pense que vous avez intérêt à revoir, comme vous êtes sur place avec les jeunes, je pense qu'en effet, Eliane, elle ne peut pas revoir les gens rapidement, et puis ce sont souvent des gens qui sont plus des anciens, c'est-à-dire des gens que ça fait déjà un moment qui consomment, mais je pense que pour les jeunes que vous avez en lycée, surtout des jeunes, c'est important de les revoir régulièrement pour voir comment ça se passe, est-ce qu'ils y arrivent, etc. Donc, faire les ordonnances pour une durée suffisante, mais les revoir entre-temps, et parfois en les croisant dans la cour, enfin, etc. Enfin, pas forcément qu'ils viennent directement, mais c'est bon, de toute façon, pour tous les patients de les revoir souvent s'ils peuvent, mais en pratique, c'est souvent compliqué à organiser. Mais là, on a des enfants captifs dans un établissement, une infirmière qui est sur place. Oui. Là, il faut en profiter au maximum, quoi. Surtout que généralement, voilà, il peut y avoir que le tabac, mais il y a souvent d'autres difficultés derrière. Et donc, la rencontre est intéressante de toute façon. Mais Eliane a tout à fait raison dans le sens où le problème, c'est quand un médecin généraliste va faire une ordonnance à renouveler, il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire que le médecin, il va prescrire 3 mois, il ne revoit pas le patient. Et c'est pas souvent, ce n'est pas parce qu'il risque de ne pas revenir, c'est parce qu'il n'est pas prévu qu'il revienne. Donc, ce n'est pas la même problématique. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des ordonnances de varénicline où le patient n'était jamais revu. Il avait sa prescription pour 3 mois et le patient n'était pas revu. Oui, ça, je ne fais pas. Non, mais j'imagine.
Mais le truc, c'est vachement compliqué. Déjà que les médecins s'y perdent parfois. Le fait, voilà, il faut, je pense qu'il y a, voilà. Et donc l'intérêt d'avoir une communauté de professionnels sur le territoire où chacun puisse être impliqué, c'est-à-dire que. En tout cas, c'est vrai que moi, je trouve que le rôle des infirmières scolaires sur être un lieu d'accompagnement à la santé sans tabac, repéré, même avec un code Bien sûr, couleur au niveau du marketing social. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment... parce qu'il y a quand même il y a un vivier de personnes qui demandent aussi qu'à être accompagnées. Nous, on a fait beaucoup d'interventions dans les écoles où on posait la question, est-ce que vous avez envie d'arrêter de fumer aux jeunes de lycée, aux jeunes fumeurs de lycée. Oui. On a quand même, on avait des chiffres autour de 20-25% qui voulaient arrêter de fumer. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Tout à fait. Donc, il y a vraiment un travail et l'accompagnement, il est important. Et c'est vrai que le fait de pouvoir les revoir souvent, enfin, voilà, je trouve il y a toutes les conditions qui sont ouvertes pour pouvoir les accompagner. Et notamment, et certains qui sont vraiment en prise avec une addiction authentique comme un adulte, enfin, qui ont exactement les mêmes soucis, difficultés. Et souvent, on ne les croit pas. C'est difficile parce qu'on leur dit, ah, mais non, tu es jeune, c'est trop chose. Non, il y en a certains, à 17 ans, ils ont un passif. Donc, moi, c'est vrai que je trouve que c'est… Je pense que là où j'étais un petit peu plus sceptique, c'est sur ceux qui commencent, c'est-à-dire à 12-13 ans. Oui, oui, ceux là, qui c'est pas commencent pareil. jeunes, c'est une autre problématique. Ouais. Par contre, à partir de 15 ans, effectivement, on peut prescrire, on peut donner des TSN. Et c'est vrai que c'est la tranche quand même où on commence à avoir envie d'arrêter de fumer au lycée, quoi. Lycée pro, lycée pro, fin de lycée. Fin de lycée. Ensuite, c'est vrai que c'est plutôt dans les lycées généraux quand même. Hein. Plus tu vas dans des lycées professionnels, plus tu as de fumeurs, mais moins tu as de demandes d'arrêt. On avait fait une étude. Oui, je ne sais pas. Nous, on travaille beaucoup dans les CFA, dans les lycées professionnels. C'est là où on a des ateliers collectifs qu'on anime. Enfin, c'est là où il y a vraiment une grosse demande. Les lycées d'enseignement général, ils sont assez autonomes dans leur… oui, voilà. Ils pensent un peu, en tout cas, être capables d'arrêter tout seul, ce qui est vrai pour certains et beaucoup. Et d'ailleurs, voilà. Mais si tu veux… Peut-être les chiffres, je ne les connais pas exactement. Oui. Pardon, vas-y. Alors, les chiffres, ce n'est pas les mêmes. Hein. On est à 40% de fumeurs dans les lycées et on est à 15 et 20% dans les lycées généraux. Mais moi, je voulais dire les chiffres de ceux qui souhaitent arrêter. Ah oui. C'est ça que je voulais dire. Bien sûr, en lycée pro, il y a beaucoup plus de fumeurs. Oui, alors nous, on s'est rendu compte dans le programme Hors les murs. Moi, j'ai un programme, j'ai peu d'établissements, mais par contre, on intervient à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, on demande aux enseignants de décliner des cours à partir de nos outils. Donc, les enseignants choisissent nos thématiques, l'addiction ou les dommages santé ou les stratégies marketing de l'industrie du tabac sur la manipulation. Donc, ça marche bien. Et ils déclinent les cours. Nous, après, on fait le stand déclic. Et après, on fait des ateliers CPS, un peu comme vous faites, compétences psychosociales, dans les classes dans lesquelles les enseignants ont décliné les cours. Et étonnamment, quand on fait les 3 niveaux d'intervention, là, quand on fait les évaluations, entre est-ce que vous avez l'intention pour les fumeurs de changer de comportement, si on fait les 3 niveaux, oui, il y a une intention de changer de comportement. Parce qu'on a aiguisé un peu l'esprit critique. Hein. Ils ont réfléchi, ils ont été acteurs des choses, et du coup, ils disent oui, je veux arrêter de fumer. Par contre, quand on fait juste une intervention one-shot, même dans une classe, où on donne de l'information, on recueille les feuilles d'évaluation sur leur volonté de changer, c'est je sais pas. Je sais pas. C'est pas oui, c'est pas non, c'est je sais pas. Et étonnamment, dans les lycées pro, comme les enseignants s'emparent beaucoup de la démarche, beaucoup plus que dans les lycées généraux, et qu'ils leur font faire plein d'activités autour du tabac. Il y a une dynamique comme ça de réflexion au niveau aussi de la documentaliste, au niveau de différents enseignants. Quand on fait les stands déclic, c'est les élèves qui tiennent les stands. Et bien du coup, il y a une démarche beaucoup plus volontariste de la part des étudiants. Donc, en fait, c'est une fonction, c'est si on arrive à les impliquer.
Si on arrive à les impliquer, ils sont demandeurs, étonnamment. Si c'est trop distant, bon, ils passent leur chemin. Et c'est un peu ce qui se passe dans les lycées généraux, je trouve. Hein. Enfin, moi, c'est mon expérience. Entre Louis Defoy, Paul Bert à Bayonne, j'ai pas du tout la même dynamique. Et du coup, à Paul Bert, on était intervenu pendant 3 ans. Là, on a été arrêté avec le Covid, malheureusement. Mais pendant 3 ans, on avait une classe de filles, parce que c'est très filles et Paul Bert. C'est très sanitaire et social, donc beaucoup de filles, 44% de fumeuses en seconde. Et bien, on avait une classe, la même classe de filles de seconde, elles étaient en première, elles avaient tout arrêté de fumer, elles étaient militantes. Enfin, elles n'étaient pas toutes fumeuses en seconde, hein. Beaucoup avaient arrêté de fumer, et toute la classe, personne ne fumait, et elles voulaient faire, elles, les actions dans l'établissement. Moi, j'étais épatée, hein. Je buvais du petit lait, mais c'était grâce aux enseignants, hein. C'était grâce aux enseignants et à la dynamique des enseignants. Donc, il y a des choses à faire. Mais par contre, c'est hyper chronophage. Enfin, moi, ça m'avait bouffé un temps. mais donc, c'est possible. C'est possible. Donc, donc, mais il faut qu'ils s'en emparent. Il faut qu'ils soient acteurs, eux. Oui, tout à fait. Merci.